compris cela, qu'il est donc possible de se rencontrer, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre idéologie. Nous pouvons nous entendre et nous écouter. Et surtout, ce que vous faites très bien. Je suis ici, j'ai prêché ce matin à des convaincus. Nous pouvons très bien nous enseigner mutuellement. Ça veut dire nous enrichir mutuellement. Et c'est pas compliqué. Vous ne vous rendez pas compte de quelle différence et quelle distance il y a dans bien d'autres pays, y compris le mien. Nous avons des communautés différentes qui s'affrontent, qui se détruisent. Bref, considérez que c'est par la violence que le monde progresse. Il a été démontré que le monde ne progresse pas. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que l'humanité s'améliore. Il n'y a aucune preuve que l'homme s'améliore. Si vous en trouvez, vous les apportez. On les examine ensemble. Et toute l'humanité, depuis cette origine jusqu'à aujourd'hui, s'est bâtie sur la violence. Le pays que j'habite, vous savez le nombre de passages. On a été latin, on a été espagnol, on a été autrichien, j'en passe les meilleurs, on a même été danois. On a même été venant des peuples de Russie, sur des petits chevaux. D'où le steak tartare, que vous connaissez peut-être, j'ai consommé. Vous savez que c'est le steak qu'ils mettaient sur le sel et pour le ramollir, le steak tartare, avec l'origine de tête. C'est chez nous ça. Donc la violence, toujours et partout, eh bien, on peut dire aujourd'hui, c'est un échec. Et ça, je voudrais terminer, vous dire que les développements actuels de la science nous confortent, nous apportent une information majeure qui va se développer, je l'espère. C'est que maintenant, grâce à l'épigénétique, génétique c'était il y a 30-40 ans, à l'époque de Sir Burt en Angleterre, qui nous a fait croire qu'il n'y avait que du génétisme dans notre histoire. Lui, qui après son décès, on a découvert qu'il avait manipulé ces données, nous avait trompés. Mais malgré tout, le temps est resté. On a cru longtemps. C'était une affaire de gènes. Il y avait les gènes occidentaux, et puis il y avait les autres, évidemment. Mais aujourd'hui, on a quitté ce référentiel, et nous entrons dans un monde nouveau, avec l'épigénétique, qui est une approche qui nous indique que ce qui est important dans la vie, c'est l'environnement. C'est par l'environnement que nous nous façonnons. Nous savons aujourd'hui. On le verra. Et c'est encore plus incroyable. C'est qu'aujourd'hui, on peut vous dire que Darwin n'avait qu'à moitié raison. Il avait raison pour la moitié. Darwin qui nous dit c'est la lutte des espèces pour triompher, pour survivre. On en a encore. Eh bien donc, aujourd'hui, la lutte des espèces, c'est le deuxième pas. Et Darwin ne nous a pas montré, fait apparaître le premier pas. Et le premier pas, il se trouve au niveau cellulaire. On découvre aujourd'hui que lorsqu'une cellule naît, lorsqu'une cellule va à la rencontre d'une autre cellule dans le premier pas, ce n'est pas pour lui faire la guerre. C'est pour rétablir un échange premier au niveau de ses frontières, de ses membranes, pour laisser passer une information et recueillir une information. Ça veut dire que le premier pas, c'est le pas de l'empathie. C'est le pas de l'empathie, le premier pas. C'est pas le pas de la guerre, c'est le pas de l'empathie. Et si ce premier pas a réussi, la cellule continue, elle fait commerce avec cette autre cellule pour se développer. Et ce commerce continue. Mais si cette rencontre ne réussit pas,
pas, alors elle n'a pas le choix. C'est elle ou c'est l'autre. C'est la oui. C'est le deuxième plan. En réalité, nous pouvons espérer tout de l'avenir, à condition maintenant que nous y mettions ensemble. Vous ne pouvez pas faillir. C'était mon introduction. Alors, le sujet de ce matin, maintenant on y vient, les relations école-famille pourraient évoluer vers la coéducation. Alors, vous me direz, mais les relations école-famille, pourquoi faut-il des relations entre l'école et la famille? Qui m'en répond? Vous avez peut-être parlé, je te vois. D'abord ici. Ce sont les premiers partenaires. Ce sont les premiers partenaires. Les enfants de leur partie. D'accord, merci, c'est tout à fait intéressant. On va être plus cohérent autour de l'enfant. Ah, intéressant. Pour créer de la cohérence au niveau de l'enfant. Parfait. Oui, on est déjà très loin là. Hein. Ensuite. C'est déjà pas mal. C'est deux bons, cohérents. Encore. Vas-y. Oui, il y a peut-être une notion fondamentale qui est la sécurité. Essayez de transmettre plus fort. Alors, je pense à la sécurité, surtout en fait pour les maternelles. D'accord, sécurité, surtout dans le champ maternel. Tout à fait. Cohérence, sécurité, encore un mot. Continuité, partenariat. Le partenariat, oui. Continuité. Attends, qui parle? C'est tout le monde, toi. Tu as vas-y. Continuité. Continuité. Ouais, bah, c'est très bon tout ça. Et qui d'autre? À toi. Légitimité. Comment? Légitimité. Légitimité, ça c'est bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre rôle soit Donc vous êtes, parce que tu as ta machine devant toi, je te vois. légitimité dans notre rôle d'enseignant. Légitimité dans notre rôle d'enseignant. Oui, intéressant. Et oui, et tu m'as toujours pas dit ce qu'était que la légitimité. C'est quoi la légitimité? Alors nous, lorsque nous intervenons avec une famille, la façon dont auprès des enfants, lorsque nous intervenons auprès des enfants, notre relationnel avec les familles va nous donner de la légitimité dans ce rôle. Nous avons de la crédibilité par les liens que nous créons avec les familles. Et ce que nous apportons après a du poids auprès d'eux. Et auprès des enfants également. C'est tellement ramifié que c'est compliqué à expliquer. Prenez-vous l'essai. Ça va dire une relation de confiance entre les deux partenaires. Oui, je viens de démontrer que je suis en train de me faire enseigner. C'est ma conclusion tout à l'heure. Ce qui compte, c'est d'être enseigné. C'est comme ça qu'elle s'entraîne. Moi, j'écoute. Mais tu as utilisé crédibilité, tu as utilisé ce mot-là. C'est quoi la crédibilité? Qu'est-ce que ça veut vouloir dire, la crédibilité? La main, Attends, on va donner la parole à toi. Un devoir de communication entre les deux partenaires. Répète un peu. Devoir. Devoir. Devoir, ça s'appelle devoir de communication. Mais c'est quoi le devoir? C'est, on le doit aux parents. Nous, école, voilà. Donc, nous avons une obligation, donc un devoir aux parents. C'est intéressant. Il n'y a pas de contestation, tu vois. Donc, ça donne le silence dans du crédit. Crédibilité, le silence dans du crédit. Qui d'autre? Là-bas, il y a une main qui bouge. À toi. Moi, je parlerai plus de partenariat que de devoir. Comment tu dis? Partenariat, afin que l'enfant sache. Partenariat. Afin que l'enfant sache que lui, quelque part, il est protégé par tous les gens qui Oui, dis-moi. Pas trop vite. Le partenariat, c'est quoi un partenariat? C'est le respect de chacun autour de l'enfant. C'est le respect De chacun. de chacun. Qu'est-ce que le respect? Accepter que l'autre soit différent. Non, vas-y, j'ai écouté, vas-y. Accepter que l'autre soit différent. Oui, mais c'est fou ce qu'on entend, c'est terriblement vite ici. Accepter que l'autre soit différent.
monsieur qui avait levé la main. Le non-jugement des deux parties. Le non Jugement des deux parties par la méconnaissance du travail de l'un et de l'autre. Le non-jugement des deux parties. On s'entend très bien. Donc je n'ai pas jugé le non, puisque le non-jugement. Alors tout est bon, tout est cuit, tout est... Donc en 1939, tout ce qui se disait, c'était bon, il y avait, on pouvait jouer dans ce jeu-là. La grâce. Les mères du Troisième Reich, elles ont subi, et c'est un peu dommage qu'il y ait pu y avoir du non-jugement à cette époque-là, parce qu'elles disaient à leurs enfants, va dénoncer ton père. Ce n'est pas un bon nazi. Ah donc, le non-jugement. On se comprend. On se comprend, mais vous voyez, dans ce monde, c'est pas toujours aussi. C'est pas très simple. Mais en tout cas, on a des piliers qui veulent en dire longtemps. Moi, je pensais qu'il fallait trouver sa place aussi, chacun ayant sa place. Voilà. Et comment fait-on pour trouver sa place? Déjà, je crois qu'il faut qu'on connaisse. Plus fort. Je crois qu'il faut qu'on connaisse l'autre. Il faut qu'on connaisse l'autre. Et quel est le métier qui nous amène à apprendre à connaître l'autre? Surtout quand on sait qu'il y en a qui a dit qu'on est soi-même. C'est pas un métier. Tu vois, et connaître soi-même, moi je suis prêt à vous dire que c'est le plus grand des métiers. D'accord? Bref. Mais tout ce que vous avez dit, c'est terriblement stimulant. C'est extraordinaire. Et c'est dommage qu'on pourrait continuer la matinée et même enregistrer et travailler sur ce que nous connaissons. Mais dans toute cette aventure, maintenant, et ce sera ma dernière question pour l'instant, mais tout ça vous amène à exercer votre métier. Et quel est ce métier, comment l'appelle-t-on? Boulanger de l'esprit, pâtissier, non, comment s'appelle votre métier? Enseignant, pédagogue, éducateur. On va se limiter à un éducateur, on va se limiter à l'éducation. Alors, question, ça va Daniel, pouvez-vous me dire ce qu'est l'éducation? Attendez, qui serait? Et vous avez raison de vous risquer. Il ne faut pas réfléchir, parce qu'avant on réfléchit. Qui lève la main? Qu'est-ce que l'éducation? Vas-y. Je donnerai sous forme de verbe élever. Élever. D'accord. Là, c'est un très beau mécanisme de défense. On retourne dans la racine correcte. On est d'accord. Là, merci, c'est magnifique. Mais je m'élève et je vais vers où et je viens d'où? Toi. Permettre de vivre ensemble. Permettre de vivre ensemble. Ben là, je me dois te dire que ça s'appelle de la socialisation. Permettre de vivre ensemble, ça s'appelle de la socialisation. Et ce n'est pas l'éducation. Alors, qui va s'exprimer? À côté. Oui, je pense qu'il y a une transmission de valeurs et de connaissances communes. Oui, vraiment, c'est une transmission de valeurs, connaissances. Ça s'appelle. Co-construction. Ça s'appelle l'enseignement. C'est pas l'éducation. Ça s'appelle l'enseignement. Et quand j'enseigne de transmettre des valeurs, je peux transmettre des valeurs racistes. Je peux transmettre des valeurs pas très. C'est pas l'éducation, c'est de la transmission, c'est de l'enseignement. Peut-être poser un cadre. Proposer un cadre. Vas-y. Conduire sur le chemin. Répète un peu. Conduire sur le chemin. C'est ça, conduire sur le chemin, mais le chemin se développe dans un environnement. Écoutez bien, le chemin se développe dans un environnement. Et l'environnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me conditionner.
Ce n'est pas l'éducation. Conditionnement, enseignement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Socialisation. Où est donc l'éducation? Et c'est votre métier. C'est donner du sens à ce qu'on leur apporte. Levez la main. C'est donner du sens à ce qu'on leur apporte. Ça, oui, c'est donner. Surtout quand tu dis donner, on retombe un peu dans le tiroir d'enseigner du sens à quelqu'un. Donc, c'est pas encore sûr qu'on est dans l'éducation. Mais quand est-on sûr qu'on est dans l'éducation? C'est très amusant parce que la première intervention, vous n'avez pas exploité. Leur permettre de faire des choix. Leur choix. Oui, ça c'est la méthode socratique, pour autant que les choix qu'ils vont faire, que je les accepte. D'accord? La méthode socratique. C'est déjà un grand progrès. On est déjà dans un progrès, mais dans la méthode socratique, le référentiel, ils n'ont pas à faire un choix en dehors de mon référentiel. Donc, moi je veux me trouver cette tracée de votre métier, et c'est capital. Quand on l'aura trouvé, je pense que tout le reste va s'offrir à nous. Pensez à Mercure, Accompagnement. Je dirais comme un collège, ils ont conduire avec l'ensemble. Pour conduire avec l'enfant, on est d'accord, c'est un processus, mais c'est pas parce que je conduis avec l'enfant que je suis sûr que je l'éduque. Hein. Je peux très bien le conduire vers l'aliénation. Tu vois, je peux très bien le conduire. Bon, je prends des exemples forts et désastreux. Hein. Il y en a pas mal qui ont conduit des Français vers des wagons qui partaient bien. Hein, vous savez, on voyait un peu près de Paris, dans le stade, on conduisait cette population vers la mort. Non, non, il me faut l'éducation, il me faut le sens profond, précis. Faire un clin d'œil à Philippe Mérieux, peut-être. Ah, mon ami Philippe, l'émancipation. magnifique. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe? L'émancipation. Voilà. Mais c'est parce que on s'aime bien, Philippe et moi. C'est vrai. Si vous avez l'occasion de lire, de rencontrer, n'hésitez pas. C'est un de nos meilleurs pédagogues aujourd'hui. Et le mot, il est là. Il y a éducation quand il y a émancipation. Maintenant que vous entendez le mot, maintenant qu'on a la première racine au point de départ, c'est élevé, et maintenant que vous savez que c'est éduquer, c'est émanciper, qu'est-ce que donc que l'émancipation? Ça peut donc conduire à l'autonomie. C'est un morceau de l'émancipation. Utiliser ses sens. Utiliser ses sens. Regarder, écouter, toucher. Oui, c'est du fonctionnalisme, c'est intéressant. Capacité à penser seul, Tout au fond, plus fort. rendre autonome, Oui, rendre autonome. Ça fait partie, je vais y venir dans tout le roman. Retrouver tout ça. Épanouir les potentialités. Épanouir les potentialités, encore faudra-t-il qu'elles soient bonnes et certainement utiles à la communauté, hein, d'accord? Parce qu'il y a certains personnages qui ont utilisé leur potentialité pour des actes pervers, pour des actes pervers. La perversité, elle existe dans le monde. Ça conduit à l'aliénation. Oui, mais l'émancipation, c'est pas l'aliénation. liberté. Égalité. Et vous me répondez, on a déjà dit tantôt fraternité. Bon, on va terminer, mais il faut quand même qu'on se mette d'accord. Alors, ce que je voulais vous montrer par cette deuxième partie de l'introduction, c'est que nous sommes dans un métier où on utilise des mots qui sont largement définis. Et donc, je peux vous dire qu'un bon nombre n'ont pas beaucoup de socle résistant. Et que nous sommes dans des métiers où nous nous gavons jusqu'à l'excès, nous nous gavons de mots. Il faut se rappeler Nietzsche qui disait attention, chaque mot nous trompe. Et c'est vrai. Le grand philosophe a levé le doigt. Chaque mot nous trompe. Et si vous avez l'occasion de pratiquer l'exercice que je viens de faire avec vous, n'hésitez jamais, faites-le avec vous-même. Interrogez-vous. Chaque mot qui vous vient dans votre expression, interrogez-le. Voyez d'où il vient, ce qu'il veut dire, et sans fin. C'est une histoire sans fin. Et pour maintenant, clore cette partie
vous l'avez déjà pensé. L'émancipation, effectivement, c'est synonyme d'éducation. Et je préférerais que l'on prenne le mot émancipation en lieu et place d'éducation. Parce que l'émancipation, c'est lorsque l'individu parvient à maîtriser les contingences de l'environnement dans lequel il se trouve, mais aussi les contingences qui lui sont personnelles, pour produire un environnement ou un être ou un état meilleur, supérieur en termes de bien-être, supérieur en termes de maîtrise, en termes de tous les liens, en termes de liens, en termes de sens, un sens plus profond, plus universel, plus humaniste, un lien plus fraternel, universel, une autonomie, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, plus grande tout en restant disponible, autonome et non disponible, ça pose problème, disponible aux autres, oui. Et surtout de participer à l'émergence de valeurs d'humanité. Ça s'appelle l'émancipation. Et ça s'appelle l'éducation. Et à partir de là, vous pouvez maintenant interroger tous les actes qui sont posés dans une société pour voir à quel moment ces actes, on peut mettre sur ces actes d'étiquette d'éducation. Et vous allez vous apercevoir que la pauvre ruche va se réduire. Vous allez vous apercevoir que les actes d'éducation ne sont pas si nombreux que vous le croyez. Nous avons énormément, et c'est notre métier aussi, des actes de socialisation à réaliser. Ça fait partie de notre métier, c'est le vivre ensemble. Encore faut-il, moi, c'est le vivre ensemble, appartient à l'éducation, ça veut dire un mieux-être, une amélioration, un dépassement, comme on a dit tout à l'heure, une élévation, on a dit tout à l'heure. La socialisation automatique n'est pas une élévation automatique. Un enseignement. Trouvez-moi une école aujourd'hui, ici, à La Réunion, où un enseignant pose un acte d'éducation. Je pense que vous n'allez pas chercher les réponses. Parce que nous sommes dans des systèmes, à La Réunion, en Belgique, où l'école fournit des réponses à des questions qui n'ont jamais été posées. Hier, je parlais du théorème de Pythagore, j'en ai rien à cirer, le théorème de Pythagore. Enfin, il faut bien j'apprenne ma leçon. Quelqu'un m'a dit que dans une enquête qui était produite en France, chez vous, on avait posé la question qu'est-ce qui te reste de toutes les années d'école? Et certains m'ont répondu ce qui me reste, c'est que j'ai appris de leçons. Lesquelles? Je ne sais plus. C'est ça la réalité, c'est ça. Donc, nous sommes actuellement dans une crise, et c'est mon point de départ, d'un monde nouveau. Nous sommes invités à bâtir le monde de l'éducation. Il n'est pas bâti, hein? Il n'est pas là. Il est nouveau, il est à construire. Pas à pas, avec humilité, modestie, mais une confiance fantastique, et surtout le sens de l'utopie. Sans utopie, on n'avance pas. L'espérance. L'élévation. On est contre l'élévation. Les religions ont beaucoup utilisé ce concept d'élévation, y compris par l'encens et les fumées dans toutes les religions, et ces fumées qui s'élèvent. Dans notre métier, c'est pareil. Nous trouvions ces encens et ces fumées qui nous élèvent. Mais concrètement, ici-bas, sur cette terre, dans le vivre ensemble. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Voilà ce qu'on entend. L'éducation, l'émancipation. Bon, on va suivre la socialisation, on va suivre l'enseignement. Il ne faut pas se tromper, c'est pas du jour au lendemain, on va transformer automatiquement. Mais pourtant, il y a des efforts qui sont faits. On a besoin d'enseignement, mais on a besoin d'un enseignement qui est rattaché à l'émancipation. Voilà ce qu'on a besoin. C'est quand l'individu est devant un problème, des difficultés qu'il veut vaincre, dépasser, dans le monde physique, environnemental, dans le monde psychique, dans son être, peu importe. Et alors, là, il a besoin d'un
tuteur, il a besoin d'un conseil, il a besoin d'un appui, il a besoin d'un enseignement. Et on le lui donne, ce serait vraiment honteux de ne pas lui donner. D'ailleurs, il vient de la frapper à votre porte. Il dit, tu ne veux pas me dire comment on résout là? Comment on peut trouver son chemin quand on est perdu? Qui ne se perd jamais dans la vie? Qui ne s'est jamais perdu dans la vie? Toutes ces angoisses. Partir des angoisses de tout un chacun. Et c'est l'éducation qui va nous permettre de rejoindre ces angoisses et de les transformer en angoisses positives, en production d'un monde meilleur. On a besoin d'enseignement, un enseignement bien orienté, bien pesé, bien respectueux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui dans des systèmes non respectueux. Et Mandela a très bien compris, c'est lui qui a dit, tout ce qui est fait sans moi est fait contre moi. Mais je peux m'en aller. Tout ce qui est fait sans moi est fait contre moi. Mandela. Et oui, heureusement qu'il y a de ces richesses dans le monde qui nous donnent à penser. Et une autre phrase que là, il est recueilli, il est dans les ouvrages que je publie. C'était, à l'époque, psychologue, je menais des consultations, j'avais un de mes patients qui, en fin de séance, me dit, monsieur, c'est fou ce que le développement humain est sans limite. C'est fou ce que le développement humain est sans limite. Je vous assure qu'il avait raison. Mais il a ajouté, si ce n'est que l'éducation lui en impose. Vraiment, cette éducation-là, on n'en veut plus. On n'en veut pas. Donc il y a une lutte pour une éducation positive et une lutte pour rejeter cette éducation aliénante. Voilà, une autre fois, je pourrais prendre le cas de ce patient avec qui j'ai longuement travaillé et qui m'a beaucoup enseigné. Ce monsieur m'a beaucoup appris, tant mieux si j'ai pu le soutenir. Voilà, on est là. Je termine cette deuxième partie, et puis j'en viens maintenant au cœur de la séance de ce matin, les relations école-famille. Et vous avez déjà analysé très bien. Bon, je demandais au fond pour trois côtés de la relation. À partir de là, je vais commencer par raconter l'histoire. Donc, je vais une première partie, puis je passerai au niveau du contenu. Mais pour comprendre l'histoire, donc, permettez-moi, en 12 minutes, de vous situer d'où nous venons. Ah ben, nous venons, je ne vais pas monter plus avant que le 19e, quoique c'est bien avant que l'enseignement traditionnel s'est installé. Pour ceux qui voudraient se spécialiser dans cette étude de l'enseignement traditionnel, je leur recommande un remarquable ouvrage qui vient de sortir sous la plume de Jean Houssaye, Jean Houssaye, c'est écrit avec H-O-U-2-S-A-Y-E. C'est un ami qui était professeur de l'Université de Rouen, il était émérite pour le moment. Bref, il a sorti un bouquin sur l'enseignement traditionnel où il nous fait comprendre. Il nous fait comprendre ce que c'est, d'où ça vient. Parce que l'enseignement traditionnel, il a ses racines. Vous n'allez pas l'abandonner comme ça. Si vous ne le connaissez pas, vous allez passer à côté. Il a ses fondements, il a sa légitimité. Le drame, c'est que Jean Houssaye nous démontre la perfection de l'enseignement traditionnel. Celui qui apprend, c'est le maître, parce que la veille, il a préparé sa leçon, la plupart du temps. Mais que l'élève, lui, il doit retourner chez lui. Va chez toi apprendre ta leçon. Donc pendant tout le temps qu'il est sur les bancs, qu'est-ce qu'il fait? Il entend et puis il oublie. Et là, il y avait un proverbe, je le disais tantôt à Thierry, dans mes jeunes années, toutes premières années, je ne sais pas pourquoi ça m'est tombé là, ça n'en avait plus. C'est curieux parce
parce que finalement, ce proverbe ne m'a jamais quitté. Il est d'un auteur de Jodiel, non? On va sur Internet, on va trouver. Ce proverbe dit, si j'entends, j'oublie. Si je vois, je me souviens. Si je fais, je sais. Je sais, moi j'apprends tout le temps. Je sais. On peut le discuter. Voilà. Bon, c'est pour raconter cette histoire, 19e siècle, fin du 19e, l'école devient obligatoire en France. En Belgique, elle devient au début du 20e. C'est voté en 1914 au Parlement. C'est appliqué en 1918. Donc, chez vous en France, c'est Jules Ferry, c'est l'époque de Jules Ferry, c'est appliqué. Donc, au 19e siècle, la société éprouve le besoin d'instituer un lieu qui va s'appeler école. Donc, il va avoir ses règles, ses normes, ses structures qui viennent de certains organisateurs qui vont nous construire cet enseignement frontal et ainsi de suite, mais ça, je passe. Donc, on a un enseignement obligatoire. Mais une chose qui est très importante que vous devez savoir, c'est qu'à la fin du 19e et en Belgique, à partir des années 18-20, on va voir se développer, ça va pousser comme des champignons, ce sont des internats. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, on va enlever l'enfant à sa famille pour le mettre dans des internats. Voilà une opération de société, une opération capitale. Pourquoi le fait-on? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'industrie a besoin d'ouvriers, de techniciens, y compris de haut niveau, et pour apprendre les techniques, il faut développer un certain raisonnement. Un raisonnement logico qui va devenir logico-technique mathématique de plus en plus. Et les langues qui sont employées dans la famille, ce sont des dialectes. Et les dialectes se composent majoritairement d'images. Et la logique entre les images, ce n'est pas du tout une logique linéaire qui s'articule, qui permet le raisonnement mathématique et logique, surtout le raisonnement logique. Si j'ai B avec C et si j'ai C avec E, cela implique que je note des langages des familles ne permettent pas du tout de soutenir ce raisonnement. Et donc, on va soustraire l'enfant à sa famille et majoritairement le mettre à l'écart pour l'imprégner, pour le conditionner, pour lui enseigner. Attention que peut-être pour l'élever, possiblement. En tout cas, c'est cette opération qui se produit au début du XXe siècle. Donc, au début, il y a 100 ans, un sujet comme celui que je pose aujourd'hui aurait été tout à fait différent. Vous avez le philosophe Alain, qui, si vous le lisez, vous allez voir chez Alain, par question de contact avec les parents. Les parents, hop, à l'extérieur, ce sont pratiquement les ennemis. Et est-ce que vous savez que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison encore aujourd'hui pour qu'il y ait de bonne entente entre l'école et la famille. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait de bonne entente entre l'école et la famille. Parce que ce sont deux instances qui se combattent toujours le pouvoir sur l'enfant. Oui. Et je peux vous dire, nous sommes des gens de métier que nous partageons, ce sont les parents qui ont le premier et le dernier mot. Ce sont les parents qui sont et resteront responsables de leur enfant aujourd'hui, encore et toujours. Nous ne sommes que des substituts momentanés. Faisez bien, nous sommes des substituts momentanés. Et c'est là que vous trouvez les commentaires de tout à l'heure. Rendre compte, cohérence. Donc, première observation, l'enfant quitte sa famille. Mais avant que l'enfant ne quitte sa famille, il y a un autre personnage de la famille qui a quitté la famille juste avant lui, ce fameux 19e aussi. C'est l'homme qui va travailler à l'usine dans l'entreprise et qui rapporte sa semaine, sa quinzaine, son mois. Donc le premier qui va quitter la famille, c'est le père. Pour aller au travail, il quitte la famille. Il fait sa socialisation dans le parc de travail dans l'entreprise. Le deuxième qui quitte la famille, c'est l'enfant. Et il y aura une socialisation de l'enfant via l'internat, via l'école.
Mais le troisième personnage qui va quitter la famille pendant la fin du XXe siècle, passé les années 60, on voit la mère quitter, la maman quitter la famille, partir au travail. C'est mai 68, les années qui suivent. Et aujourd'hui, la mère a quitté la famille, se socialise aussi au travail. Les trois personnages, aujourd'hui, ont quitté la famille, et ce sont ceux-là qui y reviennent à la course. Pour y trouver quoi? C'est la grande question. Ils reviennent à la course dans la famille pour y trouver, et ce sera le propos de ma séance de ce matin, pour y trouver exactement du côté de l'enseignement, de l'enseignant que nous sommes, où l'élève vient dans l'école, nous l'enseignant sommes dans l'école. Pourquoi allons-nous dans l'école pour y trouver quoi? Voilà l'objet du contenu que je voudrais aborder ce matin. Qu'est-ce que nous cherchons, nous, du côté de l'enseignant qui allons à l'école? Si je parviens à répondre, non, ça va clarifier. Qu'est-ce que l'élève vient à l'école chercher? Qu'est-ce que les trois parents qui reviennent dans la maison viennent chercher? Et mon hypothèse, c'est que tous, nous cherchons la même chose. Et c'est parce que nous cherchons la même chose que le problème, second qui vient en deuxième, je vais dire deuxième parce qu'il y aura peut-être la troisième et quatrième, ce sera qu'il est possible aujourd'hui, nécessaire et indispensable d'envisager la coéducation. Parce que c'est pour ça qu'on peut faire un partenariat. Il n'y a pas de partenariat si les partenaires n'ont pas les mêmes besoins. Sinon, ça s'appelle coopération. Je n'ai pas dit coopération avec une famille, je dis partenariat. Je n'ai pas dit participation des parents à l'école. Je suis adversaire, sans vous le dire. C'est maintenant que je parle de moi. Attention, méfiez-vous. Moi, mon opinion, c'est que je suis un total adversaire de voir les parents entrer dans la classe. De même que je suis un total adversaire de voir un enseignant entrer dans la maison. C'est pas notre place. L'école, vous êtes responsable. Maintenant, si vous décidez de les inviter, je vous félicite. Si les parents vous invitent, je les félicite. Il faut respecter les identités. S'il n'y a pas de respect des identités au point de départ, vous ne ferez rien de bon. Donc, les identités ont été respectées, on va poser la question. Mais on ne peut pas éviter cette question, sinon vous avez la subordination. C'est des parents qui sont subordonnés à l'enseignant, des enseignants qui sont subordonnés, pardon. C'est pas ça. Partenariat. Voilà mon hypothèse de soirée. Partenariat école-famille, pour des relations école-famille nécessaires, incontournables, non seulement pour l'enfant, vous l'avez déjà évoqué tantôt, donc j'ai une partie facile ce matin avec vous, mais c'est aussi pour le bénéfice pour le parent. Vous avez quand même insisté, bénéfice pour l'enfant, cohérence, monde, vous avez dit des mots là très juste, l'unité, le sens, vous avez dit tout ça. Oui, mais encore une fois, une des erreurs depuis longtemps, c'est qu'on pense toujours faire le bien de l'autre. C'est la catastrophe. Laissez l'autre faire son bien. Faites votre bien à vous. C'est généralement ce qu'on fait. Nous ne faisons que notre bien à nous. Faites votre bien, laissez l'enfant faire son bien, parce que quand vous allez dans l'adolescence, les relations avec l'institution roulent au long. Qui n'a jamais signé une note dans le secondaire à la place de ses parents? Il y en a ici qui n'ont jamais signé cette note? Une mauvaise note, non. Vite fait, hein. Il faut respecter les distances. Respecter les distances. Je connais même une personne, ça c'est une petite parenthèse amusante, je connais une personne qui est dans son jeu personnel, elle était déjà sous l'emprise de la névrose d'école et elle se faisait volontairement des feuilles de notes avec des notes négatives. 2 sur 20, bon, vous voyez, c'était déjà le sadomasochisme. Et puis son père arrive, il tombe sur ses notes.
faut comprendre que c'est effectif, que c'est un jeu. Elle voulait mettre à distance par son angoisse le risque d'aller à l'école, on a 10 sur 10 quand on rentre, on a 2 sur 10 quand on sort. Elle voulait maîtriser cet état sociétal qui s'appelle l'école. Son père ne l'a pas cru. Et par ailleurs, dans ce cas-là, bon, ça s'est finalement encore bien sorti, mais moi je vous assure, j'ai connu des jeunes, des adolescents qui n'arrivaient pas à l'école, et vous avez comme des j'en ai un tel qui n'avait pas vu qu'est-ce qui se passe. Mais elle rentrait de mauvaise note, aujourd'hui, maintenant il n'est pas là, son père lui a cassé le bras. Violence. Violence scolaire. J'ai vu la fiche que vous avez ici à l'université, violence scolaire, violence, avec un grand personnage qui est venu dans les années antérieures. La violence scolaire, la violence familiale, la violence à la vie. Eh bien, le partenariat, eh bien, la coéducation. Eh bien, ce bien-être, c'est justement pour écarter cette violence et transformer cette violence en processus de qualité, ce dont nous avons le plus besoin. Donc, je reviens à mon histoire, on évolue, mais évidemment au cours des années. Alors, est-ce que vous avez une idée à partir de quel moment la relation école-famille va émerger brutalement, parce que ça a émergé brutalement. Je peux même vous donner l'année, et si vous pouvez me dire quel a été l'événement qui s'est produit en 1957. Qui s'est produit en 1957. Moi, je l'ai, comme vous étiez, en 1958, à l'exposition universelle de Bruxelles, j'en ai vu, j'ai vu les conséquences et j'ai même vu cet objet qui était dans le stand d'un certain pays, dans lequel stand immense, le pavillon immense, il y a un monde fou. On allait voir cet objet, et dans le pavillon à côté, je peux vous dire, d'un côté c'est le pavillon russe, et de l'autre côté avec l'immense pavillon américain, là on pouvait jouer au tennis sur personne. Eh bien, dis donc, l'histoire ne laisse pas beaucoup de traces. Non, ce sont des dates, avec 1068, 1067 et la Lune, 57 c'était une date. Personne ne se risque. Personne ne sait rien. Je vous ai même vu sur la France en disant que ça venait de la Russie, de l'Union soviétique, même pas Russie, l'Union soviétique. C'est fou ce qu'on ne sait pas d'où on vient. Pourtant, grâce à cette évolution-là, on a même vu de là-haut le volcan en éruption. Vous n'avez pas vu ça dans les journaux? Voilà, merci. Qui l'a dit? Qui a trouvé ce mot? C'est simplement le Spoutnik. Le premier Spoutnik qui grimpe dans la stratosphère. Je vous dis, alors, après. Mais après, ça a été un traumatisme. Alors, je vais aller très vite, vous me suivez. 1957, les Américains se réveillent le lendemain matin, ils ne sont plus les premiers. L'Union soviétique dépasse les États-Unis. Immédiatement après, un immense rapport d'études est demandé, c'est Coleman qui va le faire, et Coleman va conclure en 1961. Les États-Unis sont dépassés par l'Union soviétique parce que l'Union soviétique est parvenue à utiliser beaucoup mieux les capacités intellectuelles du monde ouvrier, des enfants, du peuple, des enfants du monde social. Alors que vous, les Américains, les Portoricains à New York, ils sont sur la touche. Tous ces enfants des classes économiquement faibles sont sur la touche. Et donc, le rapport conclut, il faut vous en préoccuper au plus vite, sinon vous êtes définitivement mis de côté. Et puis va arriver Kennedy, et puis malheureusement sa disparition, des budgets énormes, des budgets plus importants que le budget de toute la Belgique vont être consacrés à ce problème-là sur l'éducation. Et on va miser dans un premier temps sur l'école. Et c'est là qu'on va faire la constatation que par l'école, avec
une surchauffe de l'école, avec un drill de l'école, avec du matériel logico-mathématique. Je suis allé voir sur place. J'ai été touché de voir ces travaux. Ça va être Head Start, le fameux projet. Et c'est là qu'on va démontrer qu'il est possible d'augmenter le quotient intellectuel d'un enfant de l'ordre de 30 points. Donc on peut passer d'un état de débilité sociale légère, culturelle, à un état normal d'intelligence normale. C'est démontré, nous sommes à la fin des années 60, par l'école. Malheureusement, dans les années 70, on s'aperçoit qu'on a surchauffé l'individu, et lorsqu'il retourne dans la vie quotidienne, ça chute. Les 30 points reviennent au point zéro. Et c'est à partir de ces travaux qu'on va poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour que les 30 points se maintiennent. Et c'est là que Brown et Regas vont arriver et dire qu'il faut travailler avec l'environnement. Et ce n'est que si on travaille avec l'environnement que le progrès se maintient. Et si on travaille avec les parents, mais non seulement les parents en tant qu'éducateurs, parce qu'on va les engager à travailler en tant qu'éducateurs, à faire de leur métier de parent un métier de parent, un métier d'éducateur, mais on va aussi leur donner du travail. Et ils vont démontrer, en donnant le sens d'une intégration dans une société par le travail. Parce que le travail et l'entreprise, ça joue un rôle important dans l'éducation, ça va réapparaître dans la cité de l'éducation tout à l'heure, parce qu'à partir de maintenant, moi je pose la question, toutes les instances, tous les organismes, toutes les institutions, toutes les personnes, tous les groupes constitués, y compris les groupes folkloriques, tous ces groupes jouent un rôle sur l'éducation, jouent un rôle sur le développement, jouent un rôle sur l'émancipation. Vous avez compris qu'aujourd'hui, je suis venu vous parler de la cité de l'éducation. C'est mon père, c'est mon utopie. Mais si je n'en ai pas conscience, je ne sais pas où j'arrive. Mais si j'en ai conscience, je vais constituer ma boussole. Avec ma boussole, peut-être, alors, je vais y arriver. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On est bien arrivé chez vous à cet extraordinaire progrès de vivre hors couleur. C'est extraordinaire. Je n'en viens pas de bonheur. De bonheur. Oui, le bonheur est possible. Et bon, voilà, et c'est parti. Alors, on a compris à ce moment, dès cet instant, dans les années 90, on arrive déjà dans les années 2000. Et donc là, on comprend qu'il faut absolument articuler ces deux lieux que sont la famille, l'école, la communauté. Tout simplement. Il se fait que j'étais instituteur, il se fait que j'ai mesuré tout ça, il se fait que j'ai expérimenté toutes ces choses avant même d'aller aux États-Unis pour voir comment ça se passait, où j'ai vu ces programmes, ces projets. Bon, voilà. Et puis voilà, j'en suis arrivé à choisir l'éducation familiale parce que c'était ce qui est le plus absent dans cette société. Et c'est pour ça que l'Observatoire de la parentalité ici à La Réunion me suggère de gérer cette création. Accompagner-la, aider. Je fais ta pub, mais oubliez Thierry, je vous assure, il est là tant mieux, il fait ça très bien. Mais l'observatoire, moi, quand je me dis, c'est même pas l'observatoire de la parentalité qui devrait prendre médicale, c'est l'exploratoire de la parentalité. Je le dis toujours, il faut explorer. Le creuset familial est un creuset d'une surpuissance. D'émancipation, mais d'aliénation aussi. D'émancipation et d'aliénation. Faites attention. Bon, bref. Donc, voilà, ces années sont là. Et donc, aujourd'hui, le problème tout doucement. Alors, qu'est-ce qui fait que je me retrouve maintenant chez vous? Bon, parce que j'arrive dans les années 2000, 2005-2006, je commence un peu à apparaître dans mon équipe, parce que je travaille avec une équipe évidemment, un certain split, on va dire un certain désespoir, de constater que les travaux que nous publions, nous mettons au service de la communauté, ces travaux, ce sont des connaissances, ce sont ce que j'appelle quasi des travaux inutiles, des connaissances inutilisées, donc inutiles, sans doute sont-elles inutilisables. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne marche pas.
Alors vous avez là le côté, nous sommes dans l'université. L'université, c'est une machine qui produit des connaissances. Eh bien, cette machine, c'est sans doute la meilleure, nous sommes les meilleurs au monde, mais notre production ne sert à rien. Moi, je m'en trouvais pas. Je m'en trouvais pas. Sauf que, évidemment, par le bonheur où j'étais dans l'enseignement, et que je me suis engagé avec John Dewey dans la recherche-action, effréné, évidemment, de chroniques, de tous les grands pédagogues avaient compris qu'il fallait s'engager. Et je connais un ancien maire de Montmartin, il disait Jean-Pierre, ce qui compte dans la vie, c'est la foi. Il n'était pas du tout croyant. Il était croyant dans les valeurs d'humanité sociale, c'est la foi. Et c'est vrai, nous sommes des gens de foi. Parce que si nous y croyons, nous nous engageons. Si nous nous engageons, alors on peut montrer qu'un résultat a été bénéfique, utilisable, utilisé. Donc des connaissances, c'est un échec, mais des connaissances qui s'engagent dans l'action. Si je vais dans l'action, c'est que je vais vers vous, je vais vers ceux des gens d'action. Nous sommes les gens d'action. Moi j'appelle les gens d'action les gens du vouloir. Le vouloir. Alors le vouloir, ce sont les parents, les enseignants, tout un chacun, tous ceux qui veulent, tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui agissent. Et puis à côté, les gens veulent savoir. Mais les gens de vouloir sont les meilleurs, les enseignants sont les meilleurs. Et pourtant, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est l'échec. C'est l'abandon scolaire, c'est le désintérêt, c'est la mobilisation, c'est tout ce que vous voulez. Tous les dyscalculies, les orthographies et tout ce qu'on invente dans cette société pour mettre un mot sur et en faire des handicaps, nous qui sommes les producteurs de handicap. Donc, voilà, nous sommes les meilleurs et c'est l'échec. Et puis il y a les responsables politiques. Et là, je rencontre la ministre en 2007, et dans une université d'été où j'étais invité. Et la ministre, une dame remarquable, qui ose dire ceci à l'Assemblée. Elle dit voilà, il y a des enfants, je suis ministre, il y a des enfants, je vais aller au 1er septembre, il y a des enfants qui rentrent à l'école primaire. Ils sont 2 sur 20 ans. Il y en a un qui maîtrise 800 mots de vocabulaire, et l'autre à côté, il maîtrise 1800 mots. Je dis voilà, les jeux sont faits. Il y en a un qui va poursuivre sans difficulté, on pourra le trouver dans le secondaire, pourquoi pas à l'université, mais l'autre, avec celui sans mots, il peut toujours suer, travailler comme un gros de peine. Elle ajoute, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas par un décret que je vais changer cela. Le politique, en échec. Le politique en échec. Moi-même, scientifique en échec. Moi-même, enseignant aussi dans le vouloir, en échec. Parce que j'ai eu ces enfants que j'apprenais pas à lire et écrire. Et je dis, madame la ministre, je demande à ma parole, elle me l'accorde. Je dis, madame la ministre, c'est bien pire. Ah, vous voyez, c'est pour toi que j'ai raison. Elle me connaissait, je la connaissais. C'est bien pire. Vous savez qu'à 5 ans, les enfants ont déjà maîtrisé 80% des structures syntaxiques qui différencient les classes sociales. Donc à 5 ans, ils ont déjà leur diplôme de classe sociale. Ils sont déjà diplômés. 5 ans. Et quand ils arrivent à l'école primaire, effectivement, dès la première année d'école primaire, celui qui a réussi, et nous l'avons démontré, va puiser la source de sa réussite à raison de 85% de sa réussite dans le milieu familial. Ça ne veut pas dire que l'enseignant ne fait rien d'autre. Nous actualisons des richesses qui nous sont apportées. Nous actualisons des richesses qui nous sont apportées. N'oublions pas ça. Elle me dit, mais vous voyez bien que j'ai raison, donc voilà, donc je suis bien pessimiste, je ne peux rien faire. Et là, je lui demande à la ministre, si, vous pouvez faire, et vous
travaillé 6 mois. J'ai demandé au gouvernement 5 années. J'ai dit, moi, il me faut 5 ans pour vous démontrer que je peux changer cette situation. Cela me fut accordé. C'était un événement exceptionnel. Un budget de 750 000 euros sur 5 ans. Pour un petit pays comme le mien, je suis toujours redevable. Et si encore une fois aujourd'hui je suis ici, c'est parce que je pense que ce que le gouvernement, ce que mon pays a tenté et ce que nous avons eu le bonheur de travailler, en profiter non seulement chez nous, mais à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré pour ceux qui s'intéressent? Je vais prendre un exemplaire ici, c'est le bouquin s'appelle L'éducation émancipatrice. Celui-ci s'appelle L'éducation à l'affaire de tous. Vous pouvez plonger là-dedans. Alors, je vais seulement faire bref. Qu'est-ce que c'est que la coéducation? Qu'est-ce que c'est que les relations? C'est celui-ci. Donc, vous pourrez le consulter tout à l'heure. Et je vais passer vite au contenu parce que c'est là la dernière partie de mon intervention, mais je conclue. Voilà, on est parti dans une grande ville comme Charleroi, 250 000 habitants, à Etterbeek, Bruxelles, 150 000, et encore une autre ville, Berwick. Là, je me suis adressé à toutes les familles qui avaient des enfants de 2 ans à 6 ans, qui fréquentaient les crèches, les maternelles et plus tard les crèches. Et aux enseignants, c'est pour ça qu'il fallait 5 ans, ça n'a pas été simple au début, on a vécu des moments d'affrontement. Mais les enseignants sont parmi les meilleurs, ils ont fini par comprendre qu'effectivement, les parents, ce n'étaient pas des ennemis. Parce que les parents, au départ, ce sont des ennemis. Et vous, enseignants, vous êtes des ennemis. C'est naturel, c'est normal. Mais cette normalité doit transformer dans une autre normalité. La transformer dans l'empathie, comme je l'ai dit tantôt, et plus dans la guerre, dans l'empathie, dans le partenariat. Et donc on a rassemblé, avec les enseignants d'une part et les parents d'autre part, on a choisi le thème du langage comme étant le thème central. Qu'est-ce qui sauvera l'humanité demain? C'est la pensée sémiotique, la pensée symbolique. Et qu'est-ce que la pensée sémiotique? C'est de pouvoir, par le langage, parler des choses qui ne sont pas présentes. Simplement. Ça s'apprend. C'est ce que l'école va devoir apprendre, c'est ce que la famille va devoir apprendre, et surtout à plus tard dans plusieurs langues, y compris en créole, y compris en flamand chez nous. Et tout est là. Y compris, pourquoi pas, évidemment, en français. Bref, le message a été réceptionné. Les enseignants du oui, on s'était bien rendu compte qu'il y avait un déficit, un retard, c'est la crise économique qui dure, il y a une régression du langage. Le secteur était choisi parce que c'était pertinent, parce que voilà, tous les arguments sont avec nous. Alors, nous avons rassemblé toutes les activités où on pouvait trouver du langage, sous forme de jeu, soit à l'école, soit dans la famille. Nous avons rassemblé ces activités en brochure que vous trouvez ici, en fascicule. On a dit ça, oui, mais il fallait pas seulement se limiter à ça, parce qu'en se limitant à cela, c'était une éducation scolaire qui restait, attention au mot que je vais employer, simplement occupationnelle. J'occupe les enfants, on joue bien, on entend les autres, on est content. Ça ne suffit pas. Il faut que j'arrive en 1800 mots, 2000 mots. Et même, tenez-vous bien, nous savons aujourd'hui que l'horizon est de l'ordre de 10 000 mots. 10 000 mots à 6 ans. C'est loin, hein? Alors, si après ça, on ne se met pas d'accord pour travailler ensemble sur ce chemin de l'avenir. Mais le bonheur qui est avec nous, c'est qu'un auteur français, un inspecteur, un moyen inspecteur, il a produit un ouvrage qui s'appelle Boisseau. Si vous le connaissez, moi je ne l'ai pas rencontré, mais je voudrais le rencontrer, je ne sais pas si c'est bon. Il a publié un inventaire du langage de 3 ans, du langage de 4 ans, du langage de 5 ans. Qu'est-ce que nous avons fait? On a introduit cet inventaire de langage dans les activités de 3 ans, des activités de 4 ans, des activités de 5 ans.
Donc continuez à jouer, mesdames et messieurs, dans les écoles, et pas seulement dans les écoles, mais aussi dans les familles, il n'y a pas de raison. C'est là, au contraire, c'est même l'endroit par excellence où l'habitus, où l'éthos, Pierre Bourdieu, on l'a oublié celui-là, et nous l'a dit en pleine figure. L'habitus, l'éthos de classe. Il y a le premier avec Masson, mais il y a les autres bouquins de Bourdieu qu'il faut lire. Enfin, là aussi, je vais demander de suivre ses cours. Ah oui, j'étais son élève. À l'époque, il travaillait sur la misère du monde. Bref. Et donc, on introduit ce vocabulaire là-dedans. Mais il fallait aussi que, à la maison, ça ne reste pas lettrement, parce que je vous ai raconté tout à l'heure, l'école toute seule, c'est perdu. On perd 80% de nos efforts. On a incriminé les parents. Ce que nous avons fait, en disant, ben, on va faire des brochures, les mêmes brochures pour les parents. Donc, vous avez les plus enseignants, les vertes pour les parents, les mêmes jeux. Et là, mon graphiste, il arrive un matin, il dit, vous savez, tu sais, Jean-Pierre, écoute, moi, mes enfants, hier, c'est très extraordinaire, ils viennent voir ce que je fais, parce que, évidemment, je travaille la moitié de la nuit, là, ils ont pu jouer parce qu'ils veulent jouer avec leur papa, mais ils sont venus avec leur doudou, leur mascotte. Et alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'ils apprenaient à la mascotte, et la mascotte leur apprenait le bout que j'étais en train de dessiner. Apporte-moi la mascotte. Elle est arrivée, je suis passé par Ikea. Voilà le plus grand pédagogue que la Terre ait engendré. Cette mascotte fait des miracles. Il apprend des mots. Alors, il apprend des mots avec la maîtresse à l'école. La maîtresse le fait entrer, soit par la porte ou par la fenêtre ou par le petit théâtre. C'est un compagnon qui arrive. Ça, si on écoutez, voici un petit compagnon qui arrive à l'école et vient nous apprendre des mots. Oh. Il est adopté évidemment. Et quelques jours après, Polo, je le porte dans mon cœur. Polo va prendre des mots, je lui apprends des mots. Et donc Polo, l'école va apprendre des mots. Et l'étape suivante, c'est que l'enfant va retourner avec le fascicule du jour à la maison. Et c'est l'enfant qui va aller apprendre à ses parents les mots qu'il a appris à l'école. Parce que si vous voulez apprendre à un enfant à parler, commencez par apprendre à sa mère à parler. C'est un proverbe fantastique, je le répète. Si vous voulez apprendre un enfant à parler, commencez par apprendre à sa mère à parler. Et l'enfant, fidèle à ce slogan, va retourner à la maison et dire, maman, regarde maman, il va montrer tout doucement. Et qu'est-ce que c'est maman? Dis-moi. Évidemment, on va jouer le jeu. Simon Deportier, je le disais hier, ils ont joué les journalistes. C'est la mère dit des codasses. Comme on dit chez nous, dans le parcours, on dit des codasses. Et l'enfant va dire, non maman, on ne dit pas des codasses, on dit des bottines. Mais le mot codasse reste pertinent. Et l'enfant va revenir à l'école, et la maîtresse va dire, mais rapporte-moi un peu un mot de ta maison, choisis un mot. On va faire l'inventaire à l'école de tous les mots que l'enfant ramène de sa culture, et Polo va passer le week-end. Et je vois des enfants, hier j'ai montré par des séquences filmées, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui, à la classe maternelle, font des conférences. Ils sont allés à la mer, ils ont été au bord de l'eau, ils ont mangé une crème glacée, ils ont fait du bustax. Et papa, il a glissé, il est tombé. Et maman, elle a fait ceci. Et enfin. Et les enfants causent et apportent une quantité de mots qui nous font progresser. Donc, l'enfant devient l'enseignant de ses parents. Et ce point capital, si vous voulez, tous les grands pédagogues avaient mis le doigt dessus, c'était pour ça, et un des récents philosophes qui l'avait repéré, c'est simplement Albert Camus. Albert Camus a écrit une phrase qui synthétise: si tu veux apprendre quelque chose, commence par l'enseigner, tu finiras bien par l'apprendre. Si tu veux apprendre quelque chose, commence par l'enseigner, tu finiras bien par l'apprendre.
Alors, le métier d'aujourd'hui qui est le nôtre, c'est de mettre tout individu destiné à apprendre, non pas lui coller l'étiquette d'apprenant, ça ne m'intéresse pas, mais l'étiquette d'enseignant, le mettre dans des situations où il va s'exprimer, il va enseigner ce qu'il a fait la veille, la leçon qu'il a préparée, pour aller à l'école maternelle si c'est trop lourd, en anglais ou en flamand, il va les donner une leçon à l'école maternelle auprès des autres enfants. Parce que c'est là qu'on apprend la langue étrangère, c'est pas à 12 ans, c'est trop tard. On le sait, et on continue. Le début. Philippe, je l'avais dit en 80, on va essayer de savoir, il est dit que c'était en 80, on crée des institutions pour le bien de chacun, et puis une fois installées, elles produisent le mal pour chacun. C'est-à-dire, on nous oblige à apprendre des langues très tard, c'est trop tard. Bon, revenons donc ici. Bon, voilà. Donc, transformer l'apprenant en enseignant. Et si vous-même, vous regardez votre propre conscience, la conscience vive d'aujourd'hui, quand on vous dit retournez chez vous dans votre chambre apprendre votre leçon, vous allez annoder, vous allez, moi j'ai vécu comme vous, hein, avec un tableau, quand j'avais fini, bon voilà, je mettais devant mon tableau et je faisais un exposé à moi-même. Je m'auto-enseignais. Et donc, si vous avez la pédagogie, et ça c'est ma dernière partie pour ce matin, c'est répondu, vous irez dans ce qu'on appelle la pédagogie du chef-d'œuvre, comme il y a des écoles en Belgique qui travaillent sur la pédagogie du chef-d'œuvre, où toute l'année l'enfant a choisi un thème à l'école primaire, et pourquoi pas à l'école secondaire, et il mène ses enquêtes pendant toute l'année auprès, si c'est un thème médical, c'est auprès de son médecin de famille, c'est auprès du pharmacien, si c'est un thème sur les travaux publics, il va voir l'entrepreneur, si c'est un thème sur les sports, et ainsi de suite, et puis arrive un moment devant toute l'assemblée, y compris de ses parents, il présente son travail. Son œuvre, dont il est le chef de son chef. Aussi simple. Ça sera décrit, c'est passé sur l'antenne d'ailleurs chez nous, il y a quelques jours. Et je connais ces deux instituteurs, ce sont deux anciens élèves que j'ai pu conduire au doctorat. Ils sont dans leur classe instituteurs, ils sont docteurs en sciences de l'éducation. C'est pas interdit par la loi. Interdit. Je pense même que, si on réfléchit bien, c'est même souhaité. Les obstacles sont nombreux. Pourquoi y a-t-il autant d'obstacles? Voilà. Donc, on est là, d'un côté les parents, d'un côté les enfants. Et alors, ce que je voudrais vous montrer pour la dernière partie, c'est que nos préoccupations sont similaires. Ici, je vais vous montrer maintenant ce qui nous rassemble. Ça veut dire quels sont les problèmes qui sont présents chez les parents, les problèmes présents chez les enfants, les problèmes présents chez les enseignants. Les problèmes qui nous atteignent tous et que nous travaillons tous. Bon, donc, si vous souhaitez mon diapo, que je n'ai pas développé, donc évidemment, je vais seulement aller chercher un tableau de synthèse pour faire moins dans le diapo, mais mon diapo, si vous me donnez votre courriel, je vous l'enverrai. Donc, je ne vais pas m'attarder, mais c'est agir ensemble pour l'émancipation de tous. Voilà. Et je vais aller très loin, mais malheureusement, pour ce diapo, son secrétaire m'a fermé les yeux, si je vous en prie, parce que sinon je vais vous faire souffrir. Voilà, tout ça, voilà, oui, vous savez, on a raconté tout ça, mais je passe. Voilà, toutes les villes sont embarquées, il y a même des photos. Voilà, c'est ici que je vais arriver. Je voudrais vous montrer ce qui préoccupe les parents, les enfants, les enseignants. Dès qu'on se lève le matin, la question c'est qui suis-je? Je suis un enfant, quand je suis à la maison, quand j'arrive à l'école, je suis un élève. Qu'est-ce qu'un élève? Qu'est-ce qu'un enfant? Je suis un parent, quelle est mon identité de parent? Je suis un enseignant, quelle est mon identité d'enseignant? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est la même question? Et puis en plus, je viens au niveau de la famille, je suis parent, mais je suis aussi dans un couple conjugal. Je suis aussi un époux, voilà ce qu'il est en train de dire, ce monsieur. C'est notre identité. Et voilà, c'est ce qui fait le monde, le 21e siècle, c'est que tout ce monde dans lequel nous vivons, qui nous a été cloisonné, séparé, pour des raisons légitimes, il y a eu des moments de progrès à ça, séparation des pouvoirs notamment, séparation des champs notamment, c'est consécutif, corrélatif. Mais aujourd'hui, c'est l'articulation des champs aujourd'hui qui va s'imposer au XXIe siècle. Et quels sont ces champs?
Ben, les voici. Le premier, ce sont les besoins affectifs. Quels sont les besoins affectifs de l'enfant, de l'élève, du parent, de l'enseignant, du conjoint, dans l'entreprise, du patron, de l'ouvrier, de l'employé. Fini l'exclusion, hein? Intégration. Tout le monde, partout. Moi, je travaille aussi dans l'entreprise. Je vais maintenant rencontrer des patrons d'entreprise. Vous savez, vos ouvriers parents, votre entreprise, elle participe à la qualité de délégation que vos ouvriers parents. Oui, évidemment, je compte sur des patrons qui ont bien souvent beaucoup de sensibilité, qui, d'ailleurs, qui me disent j'ai déjà fait des tentatives, j'ai fait ça. Ah oui, parce que si dans votre entreprise vous les massacrez, eux ils viennent rentrer à la maison, ils vont massacrer leurs enfants. Ou ils vont tomber dans la police. Et patatras. Et ça va encore durer longtemps cette affaire-là. On le sait depuis longtemps, vous savez, on sait ça. Et puis s'ils sont heureux dans la famille, ils vont arriver chez vous, puis ils font un meilleur travail. Ah, ça m'intéresse. Et on y va. Alors il y a les besoins affectifs, lesquels nous conduire sur le problème d'affiliation. Ça nous préoccupe tous, être affilié. Être affilié à un conjoint, c'est bien un fil qui me lie. L'affiliation, c'est un lieu, je suis affilié à un lieu, à un village, des grands personnages, je le sais toujours parce que il fait partie des grands personnages, que Jésus de Nazareth. Moi, c'est Jean-Pierre Dauchin. C'est pour ça qu'il m'a. Mais ça va, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis attaché à mon papa. Et aussi, à la région de ma grand-mère, ma grand-mère a grandi dans un lieu de Jean, qu'on appelait la Jean-Pierre. Tous les jours, je fais de vélo, je passe à cet endroit. Je pense tous les jours à ma grand-mère. Et j'aime bien te dire, je suis Jean-Pierre de la Jean-Pierre. Ça fait pas que le nom. Et donc, j'ai le sentiment d'être dans la noblesse. Jean-Pierre de la Jean-Pierre. Dauchin. Oulolo. C'est le but de l'éducation, c'est de donner à tout le monde une éducation aristocratique. Vous ne savez pas ça. Parce que c'est là la plus profonde. C'est là qu'on apprend ça à savoir. C'est là qu'on croit qu'on a du sang bleu parce qu'on nous l'a dit. C'est l'imaginaire, c'est l'imposition. On a dit, tu as du sang bleu. Moi, j'ai jamais eu du sang bleu. Mais pas que ça. Ça a dû exister. C'est le conditionnement. Donc, je vous ai parlé tantôt d'éducation. Le conditionnement qui conduit à résoudre des problèmes, c'est le nec plus ultra. Le nec plus ultra, c'est le conditionnement qui permet de résoudre les contingences, au dépassement. C'est ça. Donc, l'affiliation, sont affiliés à l'école, affiliés à la maîtresse, affiliés à vous. Oh, si vous savez le rôle, l'importance du rôle que vous retrouvez. Excusez-moi, ce n'est pas la même chose que l'appartenance, le sentiment d'appartenance. Ça débouche le sentiment d'appartenance. On se sent appartenir. C'est un mot qui est tout à fait acceptable et qu'on peut. Affiliation crée l'appartenance, tout à fait. Et l'appartenance qui n'est pas fermée en quelque sorte, mais qui est agée. L'appartenance agée. D'ailleurs, Claudel dit à sa sœur, quand on appartient à la famille Claudel, on ne se conduit pas comme toi. Car qui va se retrouver à l'hôpital. C'est peut-être comme ça. Et les enfants, mais qu'est-ce qu'il est bouché celui-là? Bouché à l'émerie. Il ne comprend rien. Les enfants, c'est dans leur tête. Moi, je suis bon à rien. Un déchet de la société. Et puis, on sait pas qu'on s'en va chez Daesh. Et oui, mesdames et messieurs, les choses sont simples, vous savez. L'accomplissement. On veut agir, on veut s'accomplir, j'ai pas beaucoup de temps. Les besoins sociaux, ce sera l'autonomie sociale, vous l'avez dit tout à l'heure. Les besoins de valeur, c'est là qu'on trouve la coordination. On agit parce qu'on a des valeurs. Alors regardez un peu l'affiliation, maintenant tout ça marche ensemble, tout ça s'articule. Tout ça, c'est un peu votre boussole. C'est la boussole des parents, des enfants, des élèves, des enseignants. Et regardez, l'affiliation va s'éclater en 3 dimensions.
C'est-à-dire que chaque jour, matin, midi, soir, c'est l'attachement sécure qui nous préoccupe. Et vous, dans mon propos de tout à l'heure, c'était présent. C'est d'être attaché à une maîtresse d'école, à une classe, à une matière. Moi, quand je fais des mathématiques, je ne sais pas pourquoi, mais ça me sécurise. C'est mon cas, et je peux vous dire pourquoi j'en suis arrivé là. Ça remonte dans mon histoire, ça remonte dans mon beau-frère, qui était un homme fantastique, qui m'a accompagné, il a été mon tuteur. Un prof qui était passionné. Tout ça m'a donné ce plaisir. Mais il y en a combien qui vont dire mathématiques, je tremble, attachement insécure. Le parent qui arrive le matin à l'école, est-ce qu'il y a dans votre classe, est-ce qu'il y a un niveau culturel suffisant? Parce qu'ils vont faire un jumelage entre l'attachement, la stimulation, ils vont déjà mettre en œuvre tout ce qui va lui arriver. L'acceptation. Vous savez que l'enfant, quand il arrive dans l'école, l'élève, il voit s'il est accepté. Moi, quand je suis ici, je vois dans quelle mesure je suis accepté ou non. Quand je vous regarde, si je vous donne la parole, vous n'avez pas de micro. On vous entend pas penser que vous étiez des êtres de parole. Et le mot enfant, vous savez ce que ça veut dire? C'est une femme ici. C'est celui qui ne parle pas. Le mot enfant, c'est celui qui ne parle pas. C'est fini, on est à l'inverse. C'est l'enfant qui enseigne, c'est l'enfant qui parle. Vous voyez les choses. Bon, bref. L'investissement, capital de sujet, l'avenir. Quel métier vas-tu faire? Pourquoi étudier les théorèmes de Pythagore? Mais vous savez à quel point c'est important d'utiliser, vous ne vous rendez pas compte. Il faut qu'on le cherche, il faut qu'on mette le doigt dessus, qu'on en fasse une expérimentation, sinon on n'en aura pas besoin. Mais on décidera de le mettre de côté. On va même rigoler. Ah, les anciennes, vous savez que en psychologie, par exemple, toutes les théories qui sont mortes, ça c'est délicieux d'étudier les théories qui sont mortes. Moi, ça m'a attrapé beaucoup. Parce qu'il y en a parfois un phénomène de volcan, parfois, boum, ça revient. Et alors, c'est souvent intéressant. Finalement, ma coéducation, ça me fait un petit peu ça. L'accomplissement. Alors, 3 dimensions. La stimulation. Comment stimuler un enfant? À l'école, un élève. Ben, vous savez, dans la famille. Bon, tu vas prendre ta pelouse tantôt. J'ai pas envie. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Voilà, les parents qui sont. Et puis, vous avez des parents qui stimulent beaucoup trop. Le lundi, après la classe, on fait un Thierry, tu connais un peu ça? On a des enfants, nous tous là. Ça surchauffe là. Et ils n'ont pas le droit de dire dans le bol. La stimulation, c'est un grand problème. Les enfants précoces aussi, j'ai travaillé sur ça. C'est pas bref. L'expérimentation. Pouvoir expérimenter. Bon, je ne peux pas trop m'étendre. Le renforcement, c'est capital, c'est pouvoir savoir où on en est. Est-ce que ce que j'ai fait est acceptable? Oui, tu as fait 10 calculs sur les 15, tu peux t'arrêter. Oui, tu as fait tes devoirs, d'accord, c'est parfait, tu peux aller jouer. En paix. Vous voyez à quel point le renforcement et l'attachement s'articulent très fort. Hein. L'attachement sécure, il est tributaire d'un renforcement explicite et bien maîtrisé. Mais il est aussi tributaire d'une communication. Communiquer dans la classe. On ne parle pas n'importe comment à l'école. Mais dans la famille, on ne parle pas n'importe comment. Et parfois, on parle de façon très différente de s'exprimer. Pourquoi y aurait-il honte d'en parler ou de mettre en examen? Et bien, si j'ai trop pas le créole, pourquoi je ne pourrais pas avoir un quart d'heure de créole? Qu'est-ce qui empêche cela? Chez nous, c'est le canton maintenant. Il y a un retour vers les dialectes fantastiques. Les dialectes sont très enrichissants. Parce que les dialectes, chez nous, ce sont pleins d'images. Ce n'est pas la même pensée. Et les dialectes sont beaucoup plus pertinents pour développer l'émotion et l'affectivité. C'est plein d'affectivité, les dialectes. Mais ça part dans tous les sens. C'est pour ça que le sens linéaire n'est pas toujours très aisé. Il faut le débusquer. Il existe, mais il faut le débusquer. Bon. Alors, la communication, la considération.
On a besoin de considération. Nous sommes les meilleurs. Pas vrai? Oui. Il faut le dire. Il faut le dire à l'autre. Maintenant, il y a un courant fantastique qui s'appelle l'éducation positive. L'éducation positive, vous arrivez en séance, la première chose qu'on demande à chacun, c'est de dire tout le bien qu'il pense de l'autre. Il y a des gens qui se taisent. Pourquoi tu te tais? Ma fille, hier quand t'es arrivé, tu as vu que j'étais un pas bon de bien. Je devrais moi faire, il est venu parler 5 minutes avec moi. Et puis toi, hier, je te remercie parce que tu m'as dépanné. Bien, je pourrais peut-être aujourd'hui. S'ouvrir à l'autre de manière positive. C'est très simple. C'est tout. C'est un courant qui est en train de se développer. Ça s'appelle l'éducation positive, mais aussi la psychologie positive. Bon, la coéducation, on s'inscrit dans ces courants-là. Les structures, évidemment, qui décide ici, à l'école, qui décide dans la famille, qui décide dans la rue? Pourquoi l'individu ne peut-il pas se poser cette question? Tiens, j'ai apporté un livre pour ta fille, tu as vu, qui décide. J'ai trouvé ce livre, j'ai trouvé ça adorable. Il faut voir maintenant comment ça quelle partie vous allez en tirer. Mais déjà, la portée, c'est capital. Est-ce que de temps en temps, on n'a pas entendu parler de citoyenneté, de démocratie? C'est un mot qui appartient à la nuit des temps. C'est peut-être pour un futur éloigné. Il n'y a pas de démocratie sans questionnement, sans majorité, sans opposition. Le droit le plus fondamental qui appartient à l'individu, c'est le droit de dire non. Et là où vous êtes, si l'individu n'a pas le droit de vous dire non, vous jouez la liberté. L'idéologie, le logos des idées, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon. On va discuter, qu'est-ce qui est bien à l'école, qu'est-ce qui est bon. Ce sont les mêmes préoccupations. Faisons le point. Ah, c'est bien de voir ce programme, n'est-ce pas, messieurs, mesdames les inspecteurs. C'est votre rôle de vérifier si le programme est bien appliqué. Bon, allez alors, on va pas se voiler la face, c'est une obligation sociétale. Mais il y a 1000 façons de voir le programme. Ou bien, selon vous, il y en a une façon, la vôtre. Ah, attention. Voilà. Le vrai, qu'est-ce qui est vrai ici-bas, qu'est-ce qui est vrai dans l'au-delà. Et le beau. Ah, vous savez que le beau est un moteur terrible de l'émancipation. Il y a un bouquin qui recommande, ça s'appelle La beauté qui s'ouvre. La beauté qui s'ouvre. Le sociologue analyse en disant, vous savez, aujourd'hui, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, on ne sait pas où on va. C'est vraiment pas. Alors, dit-il, autant y aller en beauté. C'est génial. Alors, tous les jours, qu'est-ce qui était beau ce matin? Une belle parole, un proverbe, un regard, un vêtement, une chevelure, un plat. Tout. Demandez à vos élèves, qu'est-ce que tu as trouvé de beau aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas fait une belle leçon? Bon. Un jour, il y a un collègue qui avait trouvé dans son patin pupitre, en fin de matinée, des enfants qui avaient fait un bulletin. 9h, 6 sur 10. 10h, 2 sur 10. 11h, 7,5. Je vous assure, à la fin de la règle. Dans un premier temps, évidemment, la violence, comme toujours, nous sommes des êtres violents. Cette force qui n'est pas maîtrisée, mais qui tout doucement va être maîtrisée, mise en mots. Tout doucement, la distance apparaît. On va respecter la frontière. Et il a discuté avec ses élèves. Il s'est aperçu que lui qui mettait des notes à ses élèves, pourquoi ses élèves ne pouvaient-ils pas mettre des notes à lui? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça? Pourtant, ça s'appelle la démocratie. La citoyenneté. On est encore loin. Mais peut-être qu'un jour, ça va évoluer. Et dans la famille, vous ne trouvez pas que là aussi, le droit de dire, bon, je le fais, mais
cool de le faire, mais pour le grand-papa, pour la grand-maman, il faut qu'on le fasse. Et alors, oui, je vais le faire, tu as raison. Tout le monde vit ces choses-là. Hein. Tout le monde, c'est beau de rencontrer une personne. J'ai un souvenir personnel. Je me souviens, à un moment donné de ma vie, je pouvais rendre un service à mon père, je voyais mon père vieillissant. Pour rien au monde, j'aurais voulu rater cet acte du quotidien que je lui ai rendu. Parce que je le savais, ça faisait partie de mon existence, de la sienne, ça lui faisait plaisir, et ça me permettait de me construire dans la continuité, dans l'historicité qui était la mienne. Et donc, voilà, c'était mon attachement qui entrait en scène, une espèce d'acceptation parce que ça m'en coûtait. Je me souviens, je rentrais tard, j'avais des journées très très lourdes, mais non, il fallait. Il en est ainsi des enfants, des élèves, des parents, voilà, de nous tous. Voilà, chez moi, alors je n'ai pas. Oui, ça c'est de vous montrer dans la ville. Tout ça existe aussi dans la ville. Oui. Sachez que, voilà, cité d'éducation, c'est la rencontre des familles, de l'école, de la communauté pour créer la cité d'éducation, je l'ai dit tout à l'heure. C'est des acteurs impliqués dans la communauté. Tous nous sommes concernés. Nous sommes sur le même bateau. Nous sommes sur le même bateau. Et nous avons possiblement une boussole qu'on peut changer, modifier, enrichir. Mais surtout dans les dépassant boussole. Le paramédical est aussi le culturel, bien entendu, le sportif. Les clés de voûte de cette aventure, c'est la rencontre entre le pouvoir, le savoir et le vouloir. Le savoir, je vous l'expliquais tantôt. Et pourtant, nous portons tous le savoir d'expérience. Nous avons tous du savoir. Le vouloir, ben oui, nous avons tous une volonté de faire ou de ne pas faire. Et le pouvoir, nous avons tous le pouvoir. À certains moments, on vous l'accorde, on ne vous l'accorde pas. Donc, si vous voulez, le modèle de fonctionnement au niveau de la personne, seul, c'est l'aboutissement. L'aboutissement d'une vie sociale, où les trois instances sont séparées, c'est de les articuler. Entre hier, nous étions à Rabaton. C'est ça. Nous avons vu le maire, qui était là, on a vu les enseignants, on a vu le pouvoir, on a vu le savoir, et Thierry nous ont présenté, mais tout ça c'était pour que chaque individu s'exprimant prenne possession de son pouvoir, de son savoir, de son vouloir. Et c'est ainsi qu'un jour on devient citoyen du monde. Je vous remercie.